Vous m'entendez? Bonjour Églantine, très bien. Bonjour Lamine, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas pouvoir être physiquement finalement avec vous aujourd'hui. Mais Vous êtes ravi où? de pouvoir participer. Vous êtes où? Faites-nous rêver. Je suis à Paris. Je Ah non, suis à Paris. Paris. Je vous imaginais à Stockholm. Non, 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 pas cette fois. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous, en tant qu'établissement privé, vous avez géré la crise? Alors, écoutez, comme mes collègues, un moment hors norme, je dirais, si on reste sur la France, on a pris en charge plus de 15 000 patients Covid, dont plus de 8 000 en soins intensifs. Voilà, sans donner trop de chiffres, mais par exemple, lors de cette vague au printemps, entre mars et mai donc 2021, en Île-de-France, un patient atteint du Covid, malheureusement sur 6, était pris en charge dans les établissements du groupe. Donc on a vécu ça comme un moment incroyable, je dirais, un moment où on a, et c'est très bien, un moment où on a oublié, on s'est tous retrouvés autour de ce qui fait notre passion, notre raison d'être, prendre en charge les patients, encore plus dans cette crise. Voilà, donc ça a été un moment de cellules 24-24 avec la PHP à Paris, à Saint-Étienne, avec les HCL, un moment où des centaines de personnes du groupe se sont portées volontaires, un moment également où j'ai pris des décisions, par exemple, pour faire venir des respirateurs, des pousse-seringues du Danemark, où nos hôpitaux n'étaient pas réquisitionnés pour aider nos équipes en France. Voilà. Donc, comme tous les collègues dans la salle, un moment où, je crois, et en complémentarité du public, plus que jamais, l'hospitalisation privée en France a montré tout le rôle qu'elle pouvait avoir dans un moment aussi compliqué. De quelle manière vous avez collaboré, vous, avec les régions? Ça a été facile? Alors, nous sommes présents, Églantine, dans 12 des 13 régions en France. Donc, par rapport au débat, la polémique qu'il y a eu au début sur le Grand Est, on n'a pas d'établissement dans le Grand Est, donc pas de commentaires sur ce sujet-là. Après, par rapport aux ARS, aux régions, d'abord, c'est une question d'hommes et de femmes, sans surprise, et c'est très bien. Mais au-delà de ça, je dirais que lorsqu'on remplace ce qu'on connaît au quotidien, qui peut être une forme quand même de goutte à goutte normatif par la confiance, par la délégation, ce qui n'empêche pas, au contraire, le contrôle a posteriori. Voilà, je crois qu'on peut faire des choses formidables. On est dans un métier où la passion, l'agilité, la flexibilité des équipes sur le terrain est extraordinaire. Dans certaines régions, 180 lits de soins de réa et intensifs ont été créés en 7 jours lors de la première vague. Donc oui, lorsqu'on est dans cette relation de confiance, de délégation, de contact permanent avec les ARS, et voilà, je ne vais pas tous les citer, mais malgré tout, que ce soit avec les équipes de l'Île-de-France, avec Jean-Yves Graal, avec Philippe de Mester, j'ai vu qu'il était invité avant. Voilà, ça se passe très très bien. Oui, ça se passe très très bien lorsqu'on est sur la confiance, la délégation sur les acteurs de terrain et qu'on oublie les statuts. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés particulières que vous avez eu à surmonter? On a tous eu, je crois, hein, en tous les cas, nous dans le groupe, en fonction des régions, on a pu avoir des difficultés un petit peu spécifiques, je dirais, mais bon, je pense que le dialogue, l'accès direct auprès des responsables, etc., font que ça s'est vite aplani. Je vais prendre un exemple au début. Nous avons il y a 50 000, grosso modo, personnes dialysées en France. Nous en prenons en charge plus de 6 000. Voilà, dès le mois de mars 2020, un dialysé, par définition, vient en moyenne 3 fois par semaine dans un centre de dialyse, le plus souvent dans nos établissements. Donc, on a tout fait. On n'est pas parfait, hein, mais on a tout fait comme nos amis dans la salle pour faire en sorte de protéger, je dirais, dans les flux de patients les dialysés, des personnes fragiles. De même, lors du vaccin, on s'est un peu battu avec certaines ARS pour faire en sorte que les dialysés, quel que soit leur âge, etc., aient accès à la première dose de vaccin. Donc toujours un peu de frustration parce que parfois on perd quelques jours, etc., et chaque jour compte. Mais finalement, grosso modo, je dirais, ça s'est bien passé. Et puis voilà, c'est bien également de regarder ce qui se passe ailleurs. On a pris en charge en Suède plus de 3000 patients Covid dans nos hôpitaux. J'étais en Suède encore il y a 10 jours. Par rapport à ce qu'on a pu connaître en France, ça a été facile. Voilà, par rapport à certaines relations avec les régions suédoises pour la prise en charge des patients Covid, en fait.
Alors justement, comment vous voyez-vous l'organisation des soins en France, la gouvernance pour l'avenir? Écoutez, la mine aura une opinion plus globale, mais en comparaison par rapport à d'autres pays, hein, sans prétendre connaître les 28 pays de l'OCDE, il reste quand même en France quelques caractéristiques, me semble-t-il, assez fortes, et évidemment, indépendamment des personnes qui les dirigent. On est quand même un des rares pays où l'État a ce rôle de régulateur, d'opérateur, de financeur et d'évaluateur. Donc on est quand même dans ce rôle qui crée quand même une forme de confusion. En tous les cas, c'est mon opinion, je le pense. Par ailleurs, il y a un diagnostic partagé sur la coordination des soins, l'importance de la coordination ville-hôpital, les parcours de patients, l'accessibilité. Là aussi, on est un des rares, si ce n'est le seul pays de l'OCDE où il y a deux grandes instances, pour faire simple, la CNAM pour réguler, discuter avec les médecins, avec nos partenaires, et par ailleurs, je dirais, le ministère, les ARS avec les hôpitaux. Puis alors, dernier point, peut-être, ce qui est quand même qui reste un peu compliqué dans la gouvernance française, et je parlais au début des normes qu'on vit tous au quotidien, il y a plus de 10 instances qui nous régulent, les ARS, la CNAM, la HAS, l'INCa, etc., la HCAM et autres. 10 instances qui nous régulent, est-ce que c'est pas un peu trop? Et en phase de crise, in fine, il y a eu un débat au début sur les ARS, les préfets, etc. Je crois que dans ce moment-là, on a vu qu'il fallait une instance qui décide, sur le terrain. Petit parallèle, j'ai été avant pendant 20 ans dans des métiers, on va dire, de services financiers, indépendamment des mesures prises par Bruno Le Maire, le ministère de l'économie et des finances. Le parallèle que je fais avec la crise de 2008 dans laquelle j'étais impliqué du côté acteur sur la liquidité, la gestion de la dette française, quand vous avez un Bercy, je dis pas que c'est obligatoirement ce qu'il faut, mais quand vous avez une instance qui régule les acteurs dans des périodes compliquées, ça peut faciliter les choses par rapport à un peu la fragmentation, le côté un peu archipel de la gouvernance en France. Voilà, en tous les cas, c'est mon point de vue dans ce métier depuis 10 ans. Trop d'interlocuteurs, donc. Il y a beaucoup de défiance entre médecins et direction d'établissements de santé privés. Est-ce que vous êtes favorable à une cogestion médecin administratif des établissements de santé privés, ce que prône le rapport Claris pour le public? Alors, derrière le mot cogestion, tout dépend où on met le curseur cogestion. Je veux dire, Lamine le disait bien, il n'y a pas de clinique sans médecin, il n'y a pas de médecin sans clinique. Donc, associer aux décisions, expliquer les décisions, c'est indispensable. Vendredi, pour rester sur notre groupe, nous réunissons à Paris nos 133 présidents de CME pour la France avec nos DG d'hôpitaux pour dialoguer, expliquer également des difficultés actuellement sur le marché, on va dire, tel que la difficulté du recrutement, etc. Donc le dialogue, expliquer les décisions. On a travaillé, comme nos collègues, pour ce qui nous concerne, sur une ambition dans les années qui viennent, ce qu'on veut être, comment on veut être dans les 5 ans qui viennent. On a associé des présidents de CME, le Conseil d'orientation médicale. Donc ces travaux en association. Après, Églantine, dans le rapport Claris, le mot cogestion dans l'acception qu'on connaît du public, voilà, tout dépend, on met le curseur, associé, etc. In fine, il y a une décision à assumer, ce qui n'empêche pas l'explication permanente avec nos partenaires. Mais il y a des choix à faire, faut les assumer aussi. Merci beaucoup. Lamine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci Pascal. Merci Pascal pour tes mots, et je sais que tu regrettes de ne pas être là parce que tu avais prévu de venir, mais tu as un agenda qui est compliqué, on le sait tous. Te remercier pour ton implication dans la fédération au même titre que l'ensemble des membres du comité exécutif. J'ai la chance, Églantine, d'avoir un comité exécutif très soudé, très structuré et qui porte une parole qui est collective, et quelle que soit l'appartenance, président de syndicat de spécialité, président de région, président de groupe, voilà, c'est une formation qui est unie et qui travaille dans le même sens, dont j'ai la chance d'être le porte-parole et l'acteur, comme je dis souvent, des messages que je souhaite diffuser au nom de tous. Merci Pascal pour ta présence et ton intervention. Merci beaucoup Pascal Rocher. Au revoir. Au revoir.